Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis aujourd'hui avec Elisa sur le podcast. Bienvenue Elisa. Merci Marine, bonjour à tous. Alors Elisa est en ce moment à Bali et moi je me retrouve au Portugal, donc on a un peu échangé nos maisons, j'ai envie de dire. Elisa était au Portugal juste avant et j'ai rencontré Elisa à Bali. On s'est croisés quand même, à chaque fois on se croise assez rapidement au final. Et après son passage au Portugal, du coup, Elisa est repartie à Bali et je l'ai contactée pour l'inviter sur le podcast parce que Elisa est, alors je sais pas si on peut dire experte, mais tu tu nous diras par la suite. Mais en tout cas, tu partages, tu inspires, tu accompagnes sur tout ce qui est amour de soi. Et ce que j'apprécie dans ton approche, dans ta vision des choses, c'est que tu lis l'amour de soi au rapport au corps. Et tu vas peut-être nous expliquer aussi un petit peu pourquoi cette démarche et quel est ton chemin un petit peu dans tout ça. Je vais pas te faire la question, je vais pas te faire l'affront de la question. Présente-toi en 3 mots, Elisa. Mais quand même pour qu'on apprenne un petit peu mieux à te connaître, savoir un petit peu qui tu es. Ma première question pour t'introduire sur le podcast, c'est qu'est-ce que pour toi l'amour de soi? Super question, merci beaucoup. Alors pour moi l'amour de soi c'est s'accueillir pleinement. C'est-à-dire laisser le jugement, laisser la sélection. On a tendance à vouloir sélectionner que les belles parties de nous lumineuses, montrer que ce qui est beau, ce qui rend bien en société, c'est vraiment de s'accueillir dans toutes ses parts, dans toutes ses polarités, arriver à se regarder avec humour et tout un tas de choses. C'est juste s'accueillir et oser être soi. Donc, il y a plein de façons il y a autant de définitions qu'il existe de personnes, mais en tout cas, c'est, selon moi, dans ma compréhension actuelle, c'est vraiment m'accueillir dans toutes mes parties. Et ça, c'est un sacré chemin. Et justement, alors je voudrais bien que tu nous parles un petit peu de ton chemin. Tu le sais, moi j'ai un studio en ligne et je dirais que 99,9% des personnes qui pratiquent avec moi sont des femmes. Et je le vois alors moi-même dans mon expérience de vie, mais aussi auprès de mes élèves, des filles que j'accompagne. Toujours un peu cette idée de comparaison. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut lier en fait à l'image aussi de soi, parce que quand on se compare, il y a quand même une part d'ego en fait et d'image de soi, de confiance en soi, etc., qui passe aussi bien par l'amour de soi vis-à-vis du corps et vis-à-vis de qui l'on est, de qui on incarne de façon vraiment plus globale. Et du coup, je serais curieuse que tu nous partages un petit peu ton chemin justement vers cet amour de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à justement à te reconnecter à ce sujet et d'avoir envie de partager et d'accompagner les femmes sur ce chemin. Voilà. Alors, je dirais que c'est tout clairement mon rapport au corps qui a été très conflictuel pendant... alors, j'ai 25 ans actuellement, pendant à peu près... je dirais bien 15 à 17 ans, des troubles du comportement alimentaire qui commencent à l'âge de 8 ans, puis de la violence familiale qui s'attaque forcément à mon corps, puis des addictions, donc encore une fois on vient à se faire du mal physiquement. Et tout ça en fait ça m'a à la fois éloignée de l'amour de moi-même puisque je m'acceptais pas et j'étais en lutte perpétuelle contre moi-même, et à la fois c'est ce désamour profond contre moi qui m'a emmenée à ce que je fais aujourd'hui et à l'amour de moi. Je me rappelle, avant de partir à Bali la première année, j'avais écrit une lettre à l'univers en disant j'aimerais me reconnecter à l'amour inconditionnel. Et quand je suis arrivée à Bali, et donc on va venir à la comparaison aux autres, t'as une sacrée belle concurrence. Les femmes sont belles, elles sont sensuelles, elles sont féminines. Et je me sentais vraiment, vraiment, vraiment
sur un bas de l'échelle en fait. C'est carrément, je plaçais les gens sur un piédestal et de mon côté, bah, je m'aimais pas, je me comparais, j'étais toujours la fille qui se sentait plus grosse, plus petite, pas assez, qui savait moins faire du yoga, moins gracieuse, etc. Et c'est vraiment en creusant encore plus le fossé avec l'amour de moi, à me comparer, à vraiment rejeter mon corps de plus en plus, qu'il y a un moment où c'était... Tu sais, quand t'es sur un bord d'un précipice et que tu te dis, bah là, en fait, c'est plus possible, c'est soit je continue de lutter contre moi-même au point que là, ça en devient invivable, ou en fait, j'apprends à vivre avec moi-même. J'apprends à m'habiter avec amour et vraiment tirer le meilleur de moi-même. Et donc, c'est vraiment, je dirais, bah, il y a ça bientôt 2 ans, que j'ai reconnecté à cet amour inconditionnel, bien que ce soit un chemin, parce que s'aimer sans condition tous les jours, enfin, il y a des jours c'est plus dur que d'autres. Mais en tout cas, au quotidien, j'essaye vraiment de m'accueillir dans toutes mes parts. Donc voilà, un chemin assez tumultueux, de désamour vers l'amour. J'ai bien aimé un peu tous les termes que tu as utilisés, notamment des amours et le fait d'apprendre à s'habiter. En yoga, justement, il y a cette idée de différentes enveloppes. Peut-être que tu es familière avec ça, toi qui es quand même dans les pratiques de yoga, de méditation, spiritualité, etc. Cette idée, justement, à la fois de séparaison. Séparaison, ouais. Le mot sonnait bizarre. De séparaison entre le corps physique et toutes ces enveloppes, en fait, beaucoup plus subtiles, spirituelles, émotionnelles, etc., qui à la fois, finalement, forment un tout. Toi, tu le ressens plus comme, justement, un côté vraiment séparé, des choses qui sont dissociées, pour ensuite trouver cette union. Euh, et vraiment, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait d'apprendre à s'habiter. C'est de se considérer davantage subtilement et exister dans un corps physique, ou est-ce qu'on est un corps physique? Bref, comment toi tu vois les choses là-dessus? Donc ce que j'ai pas mentionné, c'est que quand je suis arrivée à Bali, à ce moment-là, j'étais coach sportif. Donc j'étais vraiment à fond dans le corps physique. Pour moi, il y avait que le corps, puisque c'est ce qu'on voit dans le miroir, donc nos contours, nos cellules, notre matière, et il y avait que ça. Et à ce moment-là, donc c'est là que je me suis ouverte à la spiritualité, à différentes pratiques, et notamment le yoga, le breathwork, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que plus encore que notre enveloppe physique, on était une multitude de choses et qu'il y avait plein, plein, plein de corps à l'intérieur qui étaient bien plus subtils et qui se répercutaient ensuite sur notre corps physique. Et j'ai envie de te dire, à ce moment-là, j'étais totalement dissociée. C'est-à-dire que j'avais d'un côté mon corps et j'avais de l'autre mon esprit. Il me semble que le yoga, je vais rien t'apprendre, c'est l'union du corps et de l'esprit. C'est apprendre justement à venir les réunir. Mais à ce moment-là, j'étais tellement dissociée de mon corps que je pensais mon corps, c'est-à-dire que j'avais une image de mon corps qui était franchement négative, où je me jugeais, etc. Je pensais mon corps, mais je ne le ressentais pas. Donc c'était vraiment une séparation entre mon corps et mon esprit. Et justement, j'ai appris cette union entre mon corps et mon esprit pour qu'ils puissent cohabiter. Mais c'est quelque chose qui est très fréquent chez les personnes notamment qui ont subi des traumatismes, et notamment des traumatismes physiques, mais ça peut être aussi émotionnel, psychologique, de se dissocier totalement. Parce qu'en fait, c'est tellement douloureux d'être dans son corps qu'ensuite, on va juste penser, donc être dans son mental, et plus du tout habiter son corps. Et donc maintenant, je suis plus du tout dans cette optique de séparation, je suis dans cette optique de réussir à cohabiter entre tous mes corps, autant mon corps émotionnel, mon corps mental que mon corps physique et mon corps spirituel. Et justement, tu parlais de ces pratiques un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire sur ton chemin, justement, du coup, tu as quitté, si je me trompe pas, le monde du fitness, qui était axé que finalement sur cette enveloppe physique qui te déconnectait. Et t'es rentré dans quelque chose de plus spirituel, est-ce qu'on peut dire de plus conscient finalement? Ouais, de plus conscient, de plus respectueux aussi du corps, puisqu'on considère le corps dans son entièreté, dans sa multidimensionnalité. Et j'ai envie de dire, donc tout le monde pensait que j'avais quitté complètement le fitness, abandonné et que ma vie c'était plus que de la spiritualité. J'ai envie de dire, tous les corps
tous les corps sont importants, dont le corps physique, et ça ne veut pas dire que parce que je n'accompagne plus sur un plan nutritionnel ou sportif, je ne prends plus soin de mon corps physique. Et d'ailleurs, le yoga, il y a autant de bénéfices sur le plan physique que sur tous les autres corps. Donc oui, j'ai quitté le fitness et à la fois, je suis juste allée plus en profondeur de tous nos corps. Justement, je trouve que c'est intéressant parce que, et c'est exactement encore la même chose. Enfin, en fait, ça marche vraiment pour tout parce que tout ce qui va être visible, en fait, est sujet à jugement, est sujet à comparaison, est sujet à critique. Et c'est pour ça, finalement, qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de, enfin, et on est toutes et tous d'ailleurs dans cet état d'esprit, dans ce monde-là, parce que tout est sur le visuel, enfin, les réseaux sociaux, tout ça, on est vraiment à montrer une finalité ou un objectif, plutôt qu'à parler du chemin, parce que le chemin, entre guillemets, il est un petit peu moins sexy que ce qu'on veut atteindre. C'est comme quand tu regardes les pubs, hein, les pubs de produits de beauté ou les pubs de produits minceurs, etc. On va pas te montrer tout le chemin, en fait. On va te montrer un peu ce que tu vas pouvoir obtenir, en fait, en achetant tel ou tel produit. Et c'est cette part visible aussi que j'essaye d'enseigner à mes élèves en leur disant que, bah, comme pour la posture, tu vois, c'est pas la posture finale ou la beauté esthétique de la posture finale, c'est vraiment tout ce que tu vas apprendre sur ce chemin-là. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu arrives à être détaché euh, du regard des autres? Pas surtout, comme tout le monde, pas surtout. Il y a encore des parties de moi qui résonnent dans un aspect purement dans les apparences encore, bien sûr, parce que forcément on est toutes les 2 sur les réseaux sociaux, il y a notre image qui est tout le temps, exposée, et il y a des jours où c'est plus dur que d'autres forcément parce que, en tant que femme notamment, on est cyclique, et donc quand je vais arriver dans ma période, automne-hiver, donc à l'arrivée de mes règles, mon image va être beaucoup plus challengeante, je vais être plus gonflée, je vais avoir de l'acné et cetera, et à ce moment-là, se montrer, bah, je pense que c'est encore en lien avec le regard des autres. Me montrer à ce moment-là, c'est plus challengeant. Parce qu'à ce moment-là, je suis dans un processus avec moi-même d'acceptation, de douceur, de bienveillance. Et c'est dur en fait. C'est dur de s'exposer à ce moment-là. Donc oui, d'un côté, je fais les choses pour moi. Le yoga, je ne le fais pas pour faire de belles posts sur Instagram, je le fais vraiment pour les bénéfices que j'ai à en tirer. Mais il y a d'autres aspects de ma vie qui sont encore orientés sur le regard des autres de temps en temps. Mais c'est OK, et c'est ça l'amour de soi, c'est être OK aussi avec toutes les béquilles qu'on a et encore toutes les blessures qu'on peut avoir ou les besoins extérieurs qu'on cherche à combler. C'est d'être totalement OK avec ça et de mettre de la conscience dessus. Je suis OK avec ça. Je suis humaine. Tu sais, c'est comme, bah, pas comme beaucoup de chemins, c'est des travaux qu'on entreprend qui sont d'une vie, en fait. Je pense pas qu'un jour tu te réveilles, tu dis c'est bon, je m'aime à 100%, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, rien n'ébranlera cet amour, c'est bon, c'est tické, tu vois. Je pense que l'amour de soi, c'est quelque chose qui se construit et qui continuera de grandir et qu'on continuera d'entretenir au fil des obstacles, mais c'est pas quelque chose, tu te dis du jour au lendemain, je m'aime, mais il y a une manière, en fait, je dirais, de le pratiquer au quotidien pour le cultiver et pour faire en sorte que tu te sentes mieux avec toi-même, mais surtout que comme tu l'as très, très justement dit, que tu ne t'auto-flagelles pas, en fait, quand tu te retrouves dans une phase où finalement, tu t'es pas à l'aise avec toi-même, tu te sens pas belle, tu te sens gonflée, etc. Et je pense que s'autoriser à ressentir ça, et, euh, et accueillir cette phase en fait en disant ok, là c'est pas la phase dans laquelle je me sens mieux et je préfère step back, tu vois, je préfère prendre du recul et pas parce que tu vas pas, est-ce que tu te forces à t'exposer si tu te sens pas bien? Plus du tout maintenant, plus du tout. Et je pense que justement si tu te forces, finalement c'est une autre forme de violence, alors que quand t'es dans cette écoute, tu dis ok, là c'est une phase où je me sens, voilà, je suis pas comme ça de base entre guillemets, ou en tout cas c'est mes émotions qui suscitent ces pensées vis-à-vis de mon corps et ce ressenti, et bah je préfère rester chez moi et c'est complètement ok en fait. Bah, c'est se respecter aussi. C'est se dire oui à soi et dire ok, ben
Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur l'approbation des autres, je vais rester avec moi-même et je vais processer tout ce que j'ai à processer. Et c'est pour ça que cette année, j'ai fait des posts de 1 mois, des fois, des réseaux sociaux, parce que j'avais besoin tellement de processer de choses et d'émotions que j'avais pas forcément envie de me faire violence à partager des choses alors que j'en avais pas envie et que c'était pas juste pour moi. Et c'est accueillir toutes les versions de soi. Et cette année, tu vois, par exemple, j'ai rencontré la version la plus cassée, j'ai envie de dire, de moi-même. Notamment au Portugal, je t'avais dit que c'était passé par des émotions vraiment très difficiles et je suis OK avec ça et je m'envoie beaucoup d'amour par rapport à ces phases que j'ai traversées parce qu'elles étaient utiles pour me rapprocher un petit peu plus de l'amour. Et comme je te disais en off, je ne peux pas donner 3 conseils pour l'amour de soi parce qu'effectivement c'est un chemin en fait de toute sa vie et tu as des périodes où tu as l'impression de vraiment t'éloigner de l'amour de toi parce que c'est difficile, parce que tu as l'impression de lutter et tu traverses des émotions difficiles. Mais c'est justement à ce moment-là où tu te rapproches encore plus de l'amour de toi parce que tu vas sortir de ça. Tu vas sortir de ça et tu vas apprendre tellement sur toi-même et ça va te rapprocher encore plus de toi, ça va te faire gagner confiance en toi. Donc c'est magnifique en fait et toutes ces émotions-là, elles sont valables. Je pense que, tu vois, pour pas, justement, moi non plus, je suis jamais trop, alors, principe numéro un pour réussir ça, principe numéro deux, bon, il y a un peu plus de théorie et de pragmatisme, pardon, dans le yoga, dans la technique, etc. Mais finalement, moi, je pense, et tu me diras si je me trompe ou ce que t'en penses, mais quand on veut avancer vers quelque chose, vers une destination, le, la seule grande règle que tu peux te fixer, c'est de ne pas abandonner, en fait, et d'être régulière dans cette volonté et dans cette pratique, peu importe de quelle manière en fait ça se manifeste, mais juste le fait en fait de ne pas s'arrêter à un obstacle et de continuer ce travail sur toi-même et vraiment quand je te dis ça, je parle aussi bien d'amour de soi comme je peux te parler d'une posture de yoga ou de n'importe quel projet que tu peux entreprendre, c'est juste de pas t'arrêter à ce qui peut te paraître être un obstacle. Ouais, ouais, totalement. Et, euh, et à la fois, je dirais qu'il y a des moments où tu as besoin, tu vois, notamment sur le développement personnel et la spiritualité, j'ai eu l'impression cette année euh, qu'il y a beaucoup d'injonctions, mais d'injonctions très subtiles sur tu dois faire du travail sur toi, tu dois avancer, tu dois devenir une meilleure version de toi-même. Alors que, en fait, des fois, t'en as juste marre en fait de travailler sur toi, t'en as marre de suranalyser, t'en as marre d'écouter des podcasts et toujours savoir plus, faire plus, etc. Et dans cette phase que je t'ai dit qui a été difficile pour moi, j'ai tout arrêté. J'ai plus envie de lire un seul livre de développement personnel, de me forcer à écouter des podcasts ou même faire du yoga. Je l'ai fait parce que ça me faisait du bien, mais si un jour j'avais pas envie, ben je le faisais pas. Et ouais, j'ai rencontré la version Elisa flemmarde à certains moments, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'être en paix avec cette version-là de moi, qui me permet maintenant, les jours où j'ai pas envie, oui, des fois de me mettre un petit coup de pied aux fesses, mais à certains moments aussi de me dire, bah c'est juste pas le bon moment et d'être ok avec ça. Donc maintenant, je suis plus sur la discipline bienveillante et je pense que c'est ce que tu enseignes aussi en yoga. Puisqu'une rivière a besoin d'un canal pour aller à destination, donc forcément on a quand même besoin d'une structure et notamment dans des pratiques comme du yoga, tout en étant souple, tout en étant souple avec soi-même et se foutre la paix à certains moments. C'est clair et je pense clairement qu'il y a une pression en fait. Et encore, c'est vraiment, enfin, c'est surenchéri par les réseaux sociaux, par Internet et par la multitude d'informations, mais aussi de personnes, hein, finalement, et on en fait partie, hein, clairement, je veux pas, mais on va, comment dire, on va alimenter tous ces sujets et toutes ces choses-là, mais il n'y a pas besoin, en fait, d'être en permanence dans le faire, en fait, tu vois, dans ce toujours plus, dans cette volonté de s'améliorer. Alors que finalement, il n'y a pas besoin de s'améliorer, comme tu l'as très justement dit, c'est juste fous-toi la paix en fait, 2 minutes, laisse-toi vivre, accueille. On est des êtres humains en fait, on est censé de base, on est né connecté à nous-mêmes et on nous a déconnectés sur notre chemin de vie, tu vois. Tout ce qui fait le monde moderne aujourd'hui nous a déconnectés de qui on était. Mais au fond de nous, on a tous un pouvoir intuitif qui est extrêmement développé, qui a juste été étouffé. Et toutes ces pratiques, selon moi, c'est des pratiques qui te permettent de te reconnecter à cette intuition pour être capable de dire ça c'est moi, ça c'est pas moi. Et j'ai besoin de rien ni de personne pour me dire ce dont j'ai besoin. Ouais.
Totalement. Et on en revient à cette dissociation corps-esprit. En fait, le mental adore rechercher à l'extérieur les réponses qu'il a à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans une course à connaître plus, savoir plus, à surconsommer, mais tout, hein, que ce soit des formations, des livres, des podcasts, même des pratiques et du sport, etc. On va chercher tout le temps à l'extérieur quelle est la meilleure méthode pour, alors qu'on a tout à l'intérieur et que notre corps, en fait, agit comme ouais, un outil d'intuition, le siège de notre âme, et il nous donne toutes les réponses. Et c'est ce que j'adore avec le yoga, justement, c'est que tu te fous la paix, quoi. Tu fais ta pratique, s'il y a une pause que tu te sens pas de faire, tu la fais pas. Chaque jour est différent et t'accueilles. Il y a certains jours, tu vas faire une posture, elle va super bien passer. L'autre jour, bah, ton corps, il est pas dans de bonnes dispositions et c'est ok. Mais sinon, autour de nous, ouais, il y a beaucoup de parasitages qui font qu'on se fait même plus confiance intérieurement et on cherche juste à l'extérieur. Tu sais, en yoga, on t'enseigne justement à te débarrasser de ce nuage d'informations, de tout ce qui te passe par la tête, pour justement, en fait, une fois que tu as fait le tri, la seule chose qui reste, c'est toi, c'est ta voix intérieure, c'est ton essence à toi. Et finalement, en fait, je pense que c'est une forme de cercle vicieux de la société. Alors, je suis pas trop non plus en mode révolutionnaire, mais t'as vraiment un peu ce truc. On te donne plein d'informations. Donc finalement, plein de possibilités, plein d'opportunités, plein de manières de prendre et de faire les choses, qui font qu'au final, tu te trouves complètement perdu et tu dis, je ne sais plus par quoi commencer, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, c'est là en fait que tu vas tester 1 million de choses et selon moi, tu te perds encore plus. Et ce qui est très beau dans le yoga, c'est que pour moi, le yoga, tu as un tapis, en fait, tu peux faire ta pratique seule. Dans l'absolu, tu n'as besoin de rien ni personne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a besoin de quelqu'un pour nous guider? C'est qu'on a, je pense, beaucoup de peur et un grand manque de confiance en soi et tout simplement, on a perdu cette connexion à son corps, en fait. On sait plus bouger de façon, tu vois, on sait plus se faire confiance, en fait. C'est exactement ça. On a oublié que on sait déjà tout à l'intérieur de nous et que on peut même questionner son corps. Et, euh, et tu vois, à l'époque, moi, je donnais des plans alimentaires et sportifs, je disais exactement quoi faire, combien manger, etc. Et ça éloignait encore plus les personnes de leur intuition et de la meilleure façon que elles savent ce qui fonctionne le mieux pour elles. Et je trouve ça beau quand on arrive à se faire confiance, à bouger de façon intuitive, à s'alimenter de façon intuitive et prendre des décisions aussi avec son corps plutôt qu'avec sa tête parce que c'est vraiment là où se trouvent les réponses et notre véritable chemin. C'est pour ça, je pense aussi que les réseaux sociaux sont souvent néfastes quand tu n'as pas ce recul et cet ancrage avec toi-même parce que finalement, tu vas tout de suite te remettre en question et d'un coup, en fait, cette connexion que tu avais réussi à créer un petit peu avec ton intuition, d'un coup, l'ego va revenir au galop et va dire, attends, elle fait ci, elle fait ça, est-ce que, en fait, je devrais pas faire ça, est-ce que je fais des choses correctement, etc. Et je pense et c'est très difficile du coup cette dualité entre nous, tu vois, nos métiers et nos passions et qui on aime, c'est-à-dire de partager sur des choses qui vont être très connectées à soi, très spirituelles et au final se retrouver sur des réseaux sociaux, se retrouver dans un monde digitalisé qui peut être véritablement toxique. Ouais. Mais c'est l'accueil aussi de nos propres contradictions aussi, hein. Je suis OK avec ça. Je Ouais. suis OK avec ça et puis, justement, on peut tirer dans le moche, on peut en tirer du beau aussi, je trouve et donc, il y a autant de beau qu'il existe de moche, hein, dans tout. Donc, sur les réseaux sociaux, on peut se faire notre propre cocon avec, de belles personnes, de belles énergies, des choses très inspirantes sans se perdre ensuite dans la masse d'informations. Je pense que comme moi, tu suis énormément de personnes bah, qui partagent de la valeur. Ça fait beaucoup de valeur au quotidien, beaucoup de posts, etc., beaucoup de belles choses aussi. Mais heureusement qu'on est connecté à notre propre guidance et notre intuition pour aussi faire le tri dans tout ça. Autrement, le mental, il est saturé. De quelle manière, toi, au quotidien, alors que ce soit sur une semaine ou que ce soit sur une journée, justement, tu resets, en fait, de tout ça, quand tu sens que finalement, là, c'est trop, en fait, enfin, je sais pas, par exemple, t'as pu passer du temps à scroller ou
t'as cultivé des idées qui étaient pas forcément positives. Comment tu prends conscience de tout ça et tu dis, OK, Lisa, maintenant stop. Maintenant, va faire ci ou va faire ça et reconnecte-toi à toi. Alors je commence tous les matins vraiment par une pratique qui me remet dans le corps. Mais je n'ai pas de routine parce que je n'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose. Je suis très créative de base et en fait j'ai remarqué que quand je m'imposais des routines, à telle heure je fais ci, et puis ça, et puis la méditation, les affirmations, etc. Je commençais ma journée, j'étais crevée. J'avais plus aucune inspiration et créativité. Donc c'est pas juste pour moi, ça veut pas dire que c'est pas juste pour une autre personne. Je me suis juste reconnectée à moi-même. Mais en tout cas, j'ai une pratique de reconnexion à mon corps qui peut être soit du yoga, ou soit je vais à la salle de sport, soit je vais marcher, ou juste un bain de nature. Quelque chose qui me permet de ressentir plutôt que de penser, puisque je pense que vous vous en rendez compte quand vous vous levez le matin, la première chose qui se passe, c'est que le mental, ça tourne très très rapidement d'un coup. Le cortisol est au maximum et ça y est, le stress peut commencer de la journée. Donc c'est important vraiment de revenir à soi dans un premier temps, qu'importe la pratique. Des fois, c'est juste de la respiration. Le soir, pareil, c'est comme ça que je reset. Je coupe les écrans dès que je peux. Bon, des fois, je scrolle jusqu'à la dernière heure, mais bon, je fais du mieux que je peux, hein. Des fois, c'est plus fort que moi. Mais en tout cas, je termine toujours ma journée par une méditation, une respiration. Sinon, j'arrive pas à m'endormir, tout simplement. Et enfin, tout au long de la journée, j'ai rien, je m'impose rien en fait. C'est juste que il y a certains moments, je me rends compte que je me sens pas forcément bien, ça passe par le corps. Je sens qu'il y a des émotions négatives ou de la comparaison ou du jugement, parce qu'encore une fois, on est humain et donc il y a des moments où le mental est plus fort que tout. Et à ce moment-là, en fait, je coupe. J'arrête si je fais une activité cérébrale. Après, pas tout le monde peut le faire, mais des fois, juste d'aller respirer ou d'aller marcher dehors ou de juste changer ce qu'on fait. Et sa physiologie, ça fait énormément de bien. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, à chaque moment où vous ressentez quelque chose qui vous traverse, qui n'est pas forcément agréable, juste revenez au mouvement. Donc ça peut être du yoga, de la danse, de la marche, juste de vous lever ou d'aller vous hydrater, mais quelque chose qui vous permet de revenir à votre corps et non pas vous identifier à vos pensées et au mental. Parce que généralement, c'est dans le mental que ça se passe. Ouais, et je pense, tu l'as justement dit, c'est prendre conscience et porter une attention vraiment profonde à ce qu'on ressent. Si à l'instant présent, il y a une émotion, une pensée que tu sens est négative et tu te sens pas bien, il y a quelque chose que tu es en train de cultiver, moi, généralement, j'arrête immédiatement de faire ce que je suis en train de faire, je coupe tout et j'écoute un podcast, un truc inspirant, tu vois, que j'aime bien, une petite méditation, cuisiner, faire la vaisselle, tu vois, ranger son appartement, quelque chose qui vraiment te reconnecte. Ou même parfois, je me disais, j'en ai marre, je laisse mon téléphone chez moi, je vais me balader au parc et ça me fait un bien fou. Je me sens d'un coup tellement plus apaisée et tellement mieux et j'ai pas forcément envie de rallumer mon téléphone juste après, tu vois, pour le coup. Ouais, il y a tellement de pratiques comme ça qui permettent de revenir, ouais, de revenir à son corps sans avoir à suranalyser avec le mental. Ok, quelle est l'émotion et donc quel est le besoin et donc il faut que je fasse ça. Des fois, il faut juste, j'en reviens au fait de se foutre un peu la paix, de se dire ok, là la dernière fois par exemple, je marchais dans la rue et d'un coup, une colère qui me monte, la mâchoire qui serre, les épaules tendues, et je sais pas d'où elle sort parce que 5 minutes avant, je rigolais avec des amis. Mais une colère qui me traverse et elle a duré mais des heures. Et j'ai pas cherché à comprendre d'où elle venait cette colère parce que le lendemain, elle avait juste circulé, je l'ai accueillie, je l'ai laissée circuler. Et juste, je me suis fait du bien en fait à ce moment-là. Et c'est ça, cultiver la présence à soi, c'est ok, là je ressens quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui me ferait du bien là tout de suite maintenant? Et comme tu l'as si bien dit, voilà, toi, ce qui te fait du bien, bah, c'est faire la vaisselle ou écouter un podcast ou aller marcher dehors et juste en fait s'écouter. Et des fois, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de caler devant Netflix et puis c'est ok, hein. Ah ouais, c'est totalement ok de se caler devant Netflix. Je pense qu'en fait, c'est quand tu luttes contre ces émotions-là, quand vraiment tu les confrontes et tu veux pas les admettre, tu veux pas les accepter, c'est là qu'il y a violence, en fait, et c'est là que t'es dans ce désamour total de toi-même parce que tu n'es pas à l'écoute. Les émotions, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, en fait, et ça, j'en parle tout le temps, en fait, c'est complètement ok de ressentir de la peine, c'est complètement ok de ressentir de la frustration, de la culpabilité, de la honte, de la jalousie, mais
si on n'était pas humain, on ressentirait pas tout ça. Donc, ce travail qu'on fait, j'ai envie de dire, sur soi-même, et encore, hein, je reviens à on nous a désappris, maintenant il faut qu'on réapprenne à faire ce qu'on faisait déjà. Mais c'est finalement, en fait, tes émotions, elles sont toutes positives, en fait. Il y a pas on est vraiment dans ce monde hyper dichotomique avec toute cette dualité de bon, de mal. Bons aliments, mauvais aliments, bonnes pratiques, mauvaises pratiques, bonnes émotions, mauvaises émotions. Mais non, en fait. C'est juste je pense qu'elles ont on a plus de mal à les laisser naviguer en nous, alors que finalement, plus tu te dis, en fait, c'est ok, c'est là, je la laisse traverser mon corps, et quand elle aura trouvé le chemin de la sortie, elle trouvera le chemin de la sortie, mais plus en fait je m'attache à vouloir m'opposer à cette émotion et à vouloir m'opposer au fait qu'elle existe, plus je la cultive et plus je me fais du mal en fait. Exactement, exactement. Et c'est ça en fait le chemin de l'amour de soi, c'est aussi être ok avec les versions de soi qui parfois sont en colère. Des fois je vais rencontrer la Elisa râleuse, des fois je vais rencontrer la Elisa déprimée, des fois je vais rencontrer la Elisa très joyeuse ou très contradictoire. Et c'est être ok avec toutes ces versions-là. Et, et tu vois, ça m'arrive à certains moments de dire, écoute, là, je vais juste rentrer chez moi parce que j'ai beaucoup de colère et pour pas la déverser sur toi parce qu'elle t'appartient pas, je vais juste rentrer chez moi et puis demain ça ira mieux. Et tu vois, c'est d'être ok avec ça. Et dans une société où on a tendance à brimer en fait ce qu'on ressent, à étouffer et à minimiser aussi, bah forcément ça s'imprime ensuite dans notre corps et notre cellule et ce qui fait que ça crée aussi des mots MAUX. Et c'est toute la beauté de ce chemin que je fais avec la reconnexion au corps et l'amour de soi, c'est que il y a tant de choses qui s'impriment ensuite dans notre corps qui est lourd et qui ensuite viennent saturer nos pensées, notre corps émotionnel, notre corps mental. Et donc ces émotions-là, les laisser circuler, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Et c'est d'être ok donc avec Madame Colère à certains moments, Madame Frustration ou Madame Agacement ou Monsieur. C'est totalement ok. Et c'est juste aussi tout ce que tu as dit, c'est sur ce fait aussi que on n'ose pas, et je pense que c'est pas c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire dans la société dans laquelle on vit, parce que nous on a aussi, je pense qu'on a beaucoup voyagé et on a vécu aussi d'autres cultures, d'autres mindsets, où finalement on se rend compte que c'est complètement ok de se dire en fait là je suis pas disponible émotionnellement, donc je te répondrai plus tard, ou je rentre chez moi et on se voit à un autre moment. Et je pense que dans la société, et je pense, tu vois, je pense Paris, enfin je pense des grandes villes comme ça où tu vis un peu à 100 à l'heure, et il y a un peu ce côté c'est mal vu, et et on va pas arriver à exprimer cette chose-là, ou en tout cas ça va peut-être pas forcément être bien vu. Moi je pense que quand je bossais chez Dior ou chez Givenchy, si j'avais dit attends, alors excuse-moi, aujourd'hui je me sens en colère, je vais rentrer chez moi parce que je ne suis pas disponible émotionnellement, je suis pas sûre que ça passerait, tu vois. Mais je pense que d'un point de vue plus personnel, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire justement dans nos relations sociales, de dire en fait là je suis pas disponible. Et je trouve que la manière là dont tu l'as dit était très belle et très douce, parce que souvent comme on n'ose pas le faire, on sait pas faire. Du coup ça va sortir de façon très impulsive, très agressive, et finalement ça va aller complètement à l'opposé du message qu'on voulait transmettre. Et il y a vraiment cette manière de ok, je suis consciente de l'émotion que je ressens. Et consciemment, je vais exprimer avec douceur, ancrage, que je suis pas disponible pour telle ou pour telle raison, tu vois. Je pense que c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui se pratique. Totalement, il y a plein d'outils pour ça et notamment moi je pense à la communication non violente ou juste des outils de gestion émotionnelle qui permettent ça. Et ça me fait rire parce que j'ai habité Paris pendant 5 ans. Dans une ancienne vie aussi, j'ai été élève avocate à Paris justement. Et j'étais en train de me demander mais comment j'aurais pu à ce moment-là, si j'avais eu ces outils, euh, ouais, exprimer ce que je ressentais à ce moment-là. Et si est-ce que vraiment dans ce genre de travail, on nous donne l'espace pour à certains moments, parce qu'on est dans une, sans encore une fois lancer la pierre à la société, mais on est quand même dans une société où on se doit un petit peu d'être performant, d'être linéaire. Et donc cette cyclicité qu'on peut avoir avec nos émotions, je pense que c'est selon là où on travaille, ça peut être très challengeant. Euh,
Mais ces émotions-là, elles peuvent nous traverser qu'en quelques secondes si on s'y attache pas. Donc des fois, quand on sent un trop-plein émotionnel, la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est sortir dehors, prendre un coup d'air, respirer, souffler. Et des fois, ça peut vraiment aider dans ce genre d'environnement où on peut pas peut-être se permettre de faire preuve des fois de vulnérabilité, malheureusement encore, et exprimer vraiment ce qu'on ressent. Je trouve que c'est quelque chose dans le monde justement de l'entreprise. Et moi, encore une fois, pendant 7 ans, j'ai été dans ce monde-là où finalement on parle de ressources humaines, mais c'est pas tant l'humain en fait qui est pris en compte parce que l'humain, ça, c'est un être qui ressent. Et on est davantage considéré, je pense, comme des pions, un petit peu, tu vois, comme quelque chose d'assez automatique, assez mécanique, alors que finalement, toutes ces personnes qui créent cette structure sont également des êtres humains qui ressentent. Donc, c'est un peu, tu vois, genre, tout est dualité, en fait. Tout s'oppose. Mais c'est vrai que c'est intéressant et je pense que justement tous ces outils qui existent aujourd'hui, notamment le yoga, la méditation, le breathwork dont tu parlais, donc la respiration en français ou pranayama dans yoga, c'est des outils en fait qui te permettent à un moment, comme tu dis, de presser le bouton pause dans ta journée si tu sens que voilà, c'est à un moment ça déborde et que tu as besoin de te reconnecter à toi. Totalement, totalement. Et c'est voilà, dans une journée, où on peut ressentir des émotions qui sont challengeantes, bah, le soir, en fait, on peut s'autoriser ce moment-là avec soi-même, pour, utiliser un de ces outils, qu'on vient de citer, pour permettre de libérer puisque, j'aime bien cette phrase, elle est tellement parlante, c'est: «Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime». Et tout ce qui est imprimé cherche à s'exprimer. Donc dans tous les cas, la colère qui nous traverse, les amertumes, la frustration et cetera, si on la garde en soi, bah, elle va chercher à un moment donné à sortir. Donc vaut mieux la laisser, plutôt qu'elle se cristallise dans notre corps, vaut mieux la laisser circuler à ce moment-là, ouais. Et j'avais une question qui avait été posée, tu sais, j'avais demandé sur Instagram un peu les filles les questions qu'elles pouvaient avoir sur l'amour de soi et on m'a parlé notamment du féminin sacré. Et, euh, et justement, je voulais parler un petit peu de ça avec toi parce que tu accompagnes les femmes, euh, même si ça reste un sujet, selon moi, voilà, qui touche aussi les hommes. Hein. Il y a pas de différence là-dessus, mais tu parles pas mal de féminin sacré, d'énergie yin et d'énergie yang, justement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça? Je pense justement qu'effectivement, on a tous, normalement, on devrait avoir ces 2 énergies, qui s'équilibre dans notre vie de tous les jours. Mais forcément, dans un monde de faire et de performance, on est entouré beaucoup de yang blessés. Et autant chez l'homme que chez la femme. Et donc, on est dans cet objectif de performance de faire où on est complètement déconnecté, autant les hommes que les femmes, de notre énergie yin, qui est une énergie bien plus lente, douce, dans l'être et dans l'intériorité et l'introspection. Euh, et c'est marrant parce que quand tu m'as contacté ou tu m'as dit ah, ça va leur faire du bien ton énergie yin, ça m'a fait vraiment sourire parce qu'il y a de ça 1 an et demi, j'étais super, super, super yang. Et je suis passée aussi par l'extrême opposé, puisque il faut passer par les 2 extrêmes pour trouver son équilibre, où j'ai été extrêmement yin, voire, c'en était de la passivité. J'arrivais plus à faire, j'étais juste, dans l'être, mais ça m'a fait beaucoup du bien. Et en fait, ce yin, il vient dans notre vie. En fait, on alterne, notamment chez les femmes avec notre cycle. Et le but, en fait, c'est de se reconnecter. Je crois qu'en fait, la plus belle chose, c'est de se reconnecter à son corps pour en fait savoir dans quelle énergie on se trouve. Et tu parles de pranayama, et notamment, il y a la pratique de narines alternées, où justement, ne serait-ce qu'en soufflant sur tes 2 narines, tu sais dans quelle énergie tu es, si tu es dans une énergie plus yin ou une énergie plus yang. En fait, ces 2 énergies, elles s'alternent en fait au quotidien. C'est pas qu'elles s'opposent, elles s'alternent. Le matin, on se lève, OK, il faut se préparer, il faut organiser, on est dans un esprit de logique, OK, to-do list, on est dans du yang. Le soir, on est un peu plus dans du yin. Mais, il y a un mais, c'est que bah, des fois, on veut pousser son corps dans les extrêmes, on veut toujours être productif, on veut toujours aller à la salle de sport, toujours performer, etc. Et donc, ça nous maintient en fait dans un extrême qui n'est pas sain.
Et quand on revient à son corps, en fait, et donc à ces niveaux d'énergie qui sont fluctuants, et bien on arrive à se reconnecter à son énergie. Mais ça passe par une phase d'acceptation qu'on n'est pas toujours performant. Est-ce que tu dirais justement dans cette description que tu as fait, le yang va avoir tendance à consumer l'énergie, tandis que le yin va plutôt avoir tendance à re-remplir le réservoir d'énergie, et que c'est de cette manière finalement que les choses s'équilibrent? Je sais pas vraiment. Je l'avais jamais vu comme ça. Selon moi, tu peux, puisque aussi en human design, on parle notamment des générateurs qui se rechargent dans le fer. Donc, je pense que tu peux être dans un yang qui est sain, où tu as de l'énergie. Je pense qu'en fait, tu perds de l'énergie quand tu es trop longtemps dans du yang. Quand tu es dans un yang prolongé, dans un extrême yang qui n'est pas équilibré. Je pense que c'est à ce moment-là que tu commences à consumer ton énergie. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait 2 burn-out, puisque en fait, il n'y avait pas du tout de place au repos, à la relaxation, à la détente. Et c'était uniquement stratégie, comment transformer mon corps, perdre plus de calories, perdre plus de poids, le contrôler, etc. Donc je dirais que oui, le yin est censé recharger. Je pense aussi qu'on peut trouver son équilibre et se recharger aussi dans le yang, mais ce n'est vraiment que mon point de vue. Un extrême yin peut éventuellement aussi amener une forme de burn-out un peu différent au sens où c'est que le yang, il y a quelque chose de très physique, et donc tu vas être dans un burn-out et un épuisement plutôt physique. Mais selon moi, je pense que si tu tombes trop dans le yin, et tu l'as dit, il y avait un côté très passif, finalement, qu'est-ce que tu consumes? C'est tu consumes ta créativité, tu consumes ta motivation, ton envie, etc. Peut-être à faire des choses, et t'es vraiment dans ce côté très tamasique, très dans l'inertie, dans la lourdeur. Donc finalement, deux extrêmes, c'est pas forcément bon. L'idée, c'est justement de jongler un petit peu entre les deux pour se retrouver au milieu. Ouais, aucun n'est sain dans les extrêmes, et j'ai été crevée. Quand j'étais dans le passif, yin, j'étais crevée aussi, donc aucun n'est sain. Et pour concrètement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent en me demandant: «Mais Elisa, comment tu as fait pour honorer en fait cette partie-là de toi yin?» Je dirais que c'est un chemin, et que le yin, la pratique du yoga notamment, elle m'a vraiment aidée. En fait, toutes les pratiques qui sont un peu plus introspectives et qui sont moins dans la recherche de performance et plus dans l'intériorité, ça aide en fait à se reconnecter à soi et à son corps. Et plus en fait on va redescendre dans son corps, et notamment par les ressentis, il y a plein de pratiques de pleine conscience pour ça. Et ben, en fait, on se permet d'être un peu plus dans son énergie yin que l'on a tous, et qui n'est pas de la fainéantise, qui n'est pas de la passivité, mais qui est juste, une facette de nous qu'il est important d'honorer. Et de se faire confiance. Mais c'est pas parce que un jour tu m'as fait rire parce que tu m'as dit j'étais flemmarde, mais dans ma tête je me dis non, en fait t'es peut-être pas flemmarde à ce moment-là, t'avais juste besoin de ça, et c'est s'autoriser et se dire que aujourd'hui c'est comme ça veut pas forcément dire que tu tombes dans un extrême et que pendant des mois et des années tu vas rester dans cette passivité. Et puis si tu restes dans cette passivité, c'est peut-être que t'en as besoin, et qu'il y a un moment où ton corps, ton esprit va dire ok, c'est bon là maintenant, j'en ai eu assez. Totalement, et c'est d'ailleurs même un signe du corps, notamment, la procrastination est une magnifique opportunité de se recharger. On a plein de techniques maintenant pour, vaincre la procrastination, alors qu'en soi, des fois, c'est juste un signal du corps qu'à ce moment-là, l'énergie doit être mise ailleurs, tout simplement. Et des fois, la chose la plus productive qu'on puisse faire, bah, c'est de juste se reposer et de se recharger. Je crois, en plus, la procrastination, c'est presque, c'est la pire attitude parce que, et on le fait tous, hein, clairement, parce qu'en fait, on perd clairement du temps de sa journée à procrastiner, à repousser les choses qu'on se dit que la raison, elle se dit, ok, il faut les faire, donc à la productivité, l'ego, etc. On ne les fait pas, et en plus de ça, on s'est même pas reposé. Donc résultat de la journée, bah c'est presque pire, et que ça aurait été tellement mieux de se reposer, mais on s'autorise tellement pas. Il y a tellement cette pression en fait de se dire si j'ai pas accompli aujourd'hui, je suis nulle quoi. Ma journée, elle a servi à rien. On est très dur, je pense, avec nous-mêmes. Ouais, totalement, et du coup, de totalement déconnecter aussi du plaisir. Du plaisir, parce que cette, forme de procrastination, elle inviterait à autre chose, et dans ce cas-là, moi, j'aime bien me poser la question: «OK, si j'étais la joie, qu'est-ce que je ferais là?»
Et souvent, c'est pas rester toute la journée à essayer de lutter contre moi-même pour faire cette chose que j'avais mis sur ma to-do list, mais c'est tout autre chose. Et souvent, c'est mon enfant intérieur qui me crie, là, j'ai besoin de fun, j'ai besoin de recharger et de faire des choses chouettes, quoi. Et pour terminer sur ce sujet, justement, alors féminin sacré, comment tu exprimerais ce qu'est le féminin sacré? À la différence peut-être de la féminité ou de, tu vois, Je dirais, c'est pas un terme que j'emploie régulièrement. Je pense que je suis pas du tout une spécialiste de ça. Mon amie Roxane en sexualité sacrée serait beaucoup plus amène d'y répondre. Pour moi, en fait, le féminin sacré, c'est juste se reconnecter à son corps et à son divin. C'est juste ça. Siège de l'intuition, de l'intériorité et du juste équilibre entre le yin et... Ouais. Ouais, moi, comme je le vois, c'est le féminin, c'est bah, ta part de féminité et le terme sacré, c'est une manière d'honorer justement ce féminin et de le sacraliser et de pas être en lutte et de ne pas chercher à le repousser, mais au contraire de le considérer, de l'honorer et même de le célébrer chaque jour en fait. Ouais, ça me semble une très très belle définition. Bon, merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui dans cet épisode. J'aimerais bien juste qu'on termine un petit peu, bah, juste que tu nous parles un petit peu de ce que tu proposes. Donc tu proposes un accompagnement qui s'appelle Renouveau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus s'il y a des femmes qui nous écoutent ici et qui sont intéressées pour prolonger le voyage dans l'amour de soi? Super, merci beaucoup Marine. Bien sûr, avec plaisir. Donc je guide les femmes sur le chemin de l'amour de soi par la reconnexion au corps et justement Renouveau, c'est un ensemble de pratiques guidées pour redescendre dans son corps et libérer son mental, puisque le corps est le siège de notre intuition, de notre divin, et en apprenant en fait à habiter son corps avec amour, on peut se libérer de la mauvaise image corporelle et surtout se faire confiance dans ses décisions, dans son alimentation, dans sa pratique sportive, etc. Et je pense que justement, on a besoin de s'habiter davantage pour s'envoyer encore plus d'amour. Donc voici toute l'intention du programme Renouveau. Magnifique. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on clôture cet épisode? Eh bien, simplement merci. Merci pour toutes celles ou tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci Marine. Et puis, si vous souhaitez me retrouver, ben, on peut se retrouver sur mon compte Elibody si vous avez des questions ou juste pour nous partager vos retours. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous mettrai toutes les liens vers le compte Instagram d'Elisa juste en dessous de la description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Vous retrouverez... T'es également sur YouTube, il me semble, non? Ouais, là je me lance à YouTube. La joie m'amène là-bas et c'est beaucoup plus léger et fluide, ouais. Bah, merci beaucoup, Elisa, en tout cas. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.